Bon, lorsque la philosophie aborde la question des valeurs, elle est dans le domaine dont les religions se sont fait une spécialité. Mais la religion et la philosophie font champ de rapport depuis bien longtemps, tout en ayant quand même des rapports à différentes époques. Alors, est-ce que, en prenant les distances avec la religion, est-ce que la philosophie n'est pas condamnée, en fait, à essayer de donner un sens à la modernité, à la postmodernité, dont une des caractéristiques est précisément une quête de sens et une perte de sens. Alors, sans une notion, finalement, de continuité, en mettant l'accent sur l'individualisme qui va dans le sens contraire de la recherche de la religion, qui se veut prosélytisme, mais recherche constante, collectivement, de valeurs de vivre ensemble, essayant d'intégrer finalement le plus possible les courants d'opinion modernes. Évidemment, les religions ont des difficultés, mais est-ce que la philosophie ne risque pas d'en avoir de bien plus grandes encore en évacuant la dimension spirituelle? Est-ce qu'on peut parler de valeurs sans avoir une dimension spirituelle? Je ne sais pas si je m'exprime bien ma question, mais il me semble qu'il y a quelque chose là. Je vais répondre avec le micro, peut-être? Je peux répondre même tantôt? Oui, bon. Je pense que la philosophie et la religion posent très souvent les mêmes questions, mais n'ont pas le même genre de réponse. Et j'oserais dire, ce à quoi la philosophie renonce toujours à répondre, la religion, elle, y répond presque systématiquement. Mais elle y répond au nom de quelque chose qui ne peut pas trouver l'unanimité chez les êtres humains. Parce que, comme je le disais tantôt, si notre raison est commune, les religions, les croyances ne le sont pas. À partir de ce principe-là, la philosophie s'est toujours avancée sur un terrain plus large, mais forcément moins spectaculaire, je dirais. Et effectivement, il y a des choses auxquelles elle ne répond pas et que la religion, elle, seule peut répondre. En fait, ce sont des éléments qui ont attrait aux limites de la raison. Et je pense que chaque être humain, pour lui-même, peut décider, peut estimer que la raison est insuffisante et doit être dépassée. Je ne condamne pas, je ne condamnerai jamais un être humain éprouvant les limites de la raison et estimant que ce n'est pas assez. Et donc désireux d'aller porter son espoir au-delà de ce que la raison peut lui apporter. Mais sur le terrain, dans une collectivité, dans une démarche philosophique, ces choses-là ne sont pas acceptables, car on ne peut pas demander à tout le monde en même temps de franchir les limites de la raison et d'aller dans le même sens. Alors que pour ce qui est de la raison, on peut le faire, puisque c'est une distinction commune que nous avons et que tout le monde va comprendre, 2 plus 2 égale 4, alors que ce n'est pas tout le monde qui va accepter que Dieu existe ou qu'il y a une vie éternelle ou que je ne sais pas trop. Alors je pense que les chants qui étaient éminemment confondus en Occident pendant de nombreux siècles l'ont été pour des raisons d'abus de pouvoir, je dirais ça comme ça, d'abus de pouvoir de la part d'une religion, en l'occurrence le christianisme, qui était beaucoup plus qu'une religion, qui était une idéologie, qui avait des choses à dire sur la structure de la société, sur la structure économique, enfin dans tous les secteurs de la vie des gens. Aujourd'hui, on assiste à, sauf dans certains pays, d'ailleurs, où ça existe encore, où on aimerait que ça existe encore, chez nous, il y a un recul sur des questions qui sont plus propres à être typiquement ou vraiment religieuses. Et je pense que c'est une chance pour les religions qu'elles se soient reculées d'un certain nombre de dossiers où elles n'avaient pas d'affaires. Une religion ne pourra jamais affirmer que le bien c'est ceci, que le mal c'est cela, car elle le fait au nom de quelque chose que nécessairement un certain nombre d'êtres humains n'accepteront pas. Le deuxième qui avait demandé, c'est Luc Gagnon, mais il faut parler fort. Oui, oui, oui. Ça va comme ça? J'entends très bien. Oui. Ça va? Oui. Bon, je gueule tout le temps fort, de toute façon. Même si elle a été un peu mollasse, la commission Charbonneau a
semble avoir montré, même si elle est un peu mollasse, qu'elle n'a pas touché assez fort, montrer que Tony Accurso s'arrange pour exclure un certain nombre de compagnies de construction de certaines entreprises dans les contrats, et afin de s'approprier ces contrats-là. Donc, il fait ça, en fait, c'est le mal qui le fait agir contre les autres et le bien pour lui. Est-ce qu'on peut vraiment dire, là, hors de tout doute, que Tony Accurso, c'est le bien qui le fait agir? Mais, évidemment, je n'ai pas abordé ce sujet parce que ça nous aurait entraîné trop loin, mais il y a une question qui se pose, de savoir de quelle façon peut-on admettre qu'une définition du bien soit acceptable et de quelle façon elle peut ne pas l'être, partant du principe que l'on admet que à peu près n'importe qui peut définir le bien comme il veut. Alors évidemment, c'est pas tout à fait pareil, selon que le braqueur de banque, par exemple, décide que son bien à lui consiste à s'approprier le contenu du tiroir-caisse, que machin ou truc décide que ce qui est bien, c'est sa compagnie à lui, puis que les autres, tant pis. Je pense qu'on en est... on doit s'en remettre à ce moment-là historiquement à la meilleure façon qui a été présentée de nous offrir une possibilité d'universaliser une définition. C'est la mode kantienne, c'est-à-dire le mode de l'impératif catégorique. On n'a pas fait mieux depuis. Si en toute bonne intention et en toute honnêteté, on pense que le bien tel qu'on le définit, on accepterait que ce soit le bien pour tous. C'est-à-dire que l'exemple de notre action puisse s'universaliser. En général, on peut estimer que c'est une bonne chose. Alors évidemment, l'exemple que vous donnez, le type en question n'aurait pas pu l'universaliser. Et c'est là où je parlais de l'éducation à la fin. C'est-à-dire que c'est cette éducation qui est essentielle. C'est-à-dire de faire quitter à l'être humain une notion de bien trop réduite pour l'exploser vers quelque chose de plus universel. Ce n'est pas en apprenant son métier, ce n'est pas en fréquentant, en faisant des textos, ou en ayant des cours de je ne sais pas trop quoi, de machin, truc patente, qu'on va y arriver. On y arriverait par une saine éducation, c'est-à-dire une éducation qui porte sur des choses essentielles. Ça n'en prend pas de chemin. Si on relit des tendances depuis quelques décennies, c'est plutôt le contraire. Et si on voit ce qui se profile à l'horizon, ben, vous avez peut-être tous bien fait de prendre votre retraite. puisque l'avenir de ceux qui essaient de former les jeunes en leur donnant ce genre d'éducation semble un peu triste. Mais je reste convaincu que... Prenons un autre exemple. Je me rappelle très bien une époque, ministre des Finances fédéral qui s'appelait Paul Martin. Il s'appelait Paul Martin, mais il préférait se faire appeler Paul Martin. Alors, j'étais tombé par hasard à la télé sur une entrevue avec Paul Martin qui nous expliquait la théorie de la pyramide de verre de champagne. C'est-à-dire que sa théorie économique, qui est partagée par de nombreuses personnes aussi, si le verre de champagne, alors il y a une pyramide qui est montée, il y en a un au-dessus, puis il y en a plusieurs en dessous. Et puis, en haut, il y a le mec qui est riche, évidemment, puis en dessous, il y a les pauvres types. Alors, il expliquait que si tu voulais qu'il y ait quelques gouttes de champagne qui tombent dans les verres d'en bas, il fallait en mettre beaucoup, 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 beaucoup dans le verre d'en haut. Je me permettrai une grossièreté. C'est une théorie économique à chier. Et cependant, Paul Martin était sûr qu'elle était bonne. Et son idée que ça, c'était bon, était partagée par de nombreuses personnes, y compris d'ailleurs par un certain nombre de personnes qui disposaient des verres d'en dessous. Sans ça, il n'aurait pas élu. Sans ça, il n'aurait pas été élu, exactement. Ce qui m'a toujours posé des problèmes pour m'endormir le soir. Enfin, si les êtres humains étaient un peu plus éduqués, peut-être des problèmes qu'on aurait en moins. Merci. Jean-Luc Dion, ça serait bon. Vous n'aurez peut-être pas besoin de micro, vous m'entendez bien? D'habitude. Deux remarques pour commencer, brèves. Premièrement, l'écoute de vos propos m'a fait comprendre. Oui? Non, ah bon.
m'a fait comprendre que des choses qui parfois semblent pleines de bon sens, comme le projet de charte de la laïcité des valeurs québécoises l'automne dernier, a fait monter sur les barricades les pires extrémistes comme un certain nombre d'intellectuels. Ah, bon. Ensuite, vous avez mentionné au début de votre présentation que seuls les hommes, évidemment les femmes, avaient un certain sens des valeurs, je crois, tels que le partage, la générosité, je pense. Or, une remarque là-dessus, c'est qu'il y a de plus en plus d'indices à l'effet que beaucoup d'animaux, même d'espèces différentes, manifestent envers les uns et les autres de la générosité, le sens du partage. Comme par exemple, j'ai vu il y a quelques jours seulement des cygnes noirs au bord d'une rivière qui se nourrissaient avec de la nourriture sur le rivage. Et à côté d'eux, il y avait des carpes qui s'agitaient. Or, les cygnes prenaient de la nourriture et la partageaient avec les carpes. Enfin, il y a plusieurs cas comme ça. J'en arrive à ma question. Est-ce qu'il y a déjà des philosophes qui ont tenté de faire découler les valeurs morales de certaines lois physiques? Par exemple, personnellement, comme physicien, j'ai été amené à étudier, à constater une loi qui est absolument fondamentale et qui est généralement ignorée, même par les physiciens, qui s'appelle la loi de production minimale d'entropie. L'entropie, comme vous savez, c'est une mesure du désordre. Donc, c'est une loi de production minimale d'entropie, c'est-à-dire que tous les phénomènes physiques se déroulent de façon à ce que le désordre augmente le moins vite possible. Et j'ai eu l'occasion de le vérifier personnellement. Ça entraîne aussi l'existence de cette loi que la vie, tout simplement, n'existerait pas si cette loi n'était pas vraie. C'est une loi, effectivement, de survivance, de résistance à la dégradation. Je ne sais pas si les philosophes ont déjà été sensibilisés à cette loi et aux relations que ça peut avoir avec les valeurs morales. Il y a beaucoup de choses dans votre intervention, et puis je ne voudrais pas parler au nom de tous les philosophes. Je pense que les philosophes aujourd'hui s'intéressent à beaucoup de choses, et il est tout à fait possible que ce soit l'une des choses qui les intéresse. Moi, j'avoue que je serais un pur néophyte et que je ne saurais pas vous répondre avec une grande sagesse à ce sujet-là. Par contre, pour les autres choses que vous avez dit, vous avez mentionné les discussions autour de la laïcité, etc. Je pense que dans une société, dès que l'on ouvre une brèche qui annonce « nous allons rebrasser nos compromis sur les valeurs », il y a nécessairement beaucoup de discussions, beaucoup d'interventions. Et parmi ces interventions-là, forcément, ceux qui ont des positions un peu radicales vont les exprimer. Et en général, ceux qui ont des positions radicales les expriment d'une manière radicale. Ça vient avec. Donc, ce n'est pas étonnant. Je pense que de temps à autre, c'est sain. Je pense que le problème que nous avons actuellement avec ça, c'est de ne pas savoir comment se tenir par rapport à ça. Lorsque nous écoutons les conversations, nous entendons des choses contradictoires. Nous sommes prêts à vous écouter, mais nous ne sommes pas prêts à changer nos lois. Ça ne marche pas. Je dis, si tu ne veux pas changer tes lois, tu ne les écoutes pas. Si tu les écoutes, tu dois changer tes lois. C'est un peu ce que je racontais, ou ce que j'essayais de raconter tantôt. Pour ce qui est des animaux, et écoutez, je pense qu'il y a forcément une continuité dans l'échelle des vivants, et je ne pense pas qu'il y ait... je pense qu'il y a que si jamais nous avons été des singes, il est possible que de nouveaux singes un jour deviennent des hommes. Personnellement, j'en vois pas à la trace. Je pense que lorsque l'on essaie de dire ou de deviner des comportements comme ça chez les animaux, on fait dans le vieil anthropomorphisme qui nous a toujours accompagnés. Je pense que la distinction fondamentale entre le singe et l'homme se laisse voir par la capacité du langage, lui-même se laissant comprendre comme une disjonction entre l'action et le discours proféré.
Il ne s'agit pas de dire que les animaux ne communiquent pas entre eux. Et le langage humain est plus que ça. Il énonce des choses qui n'ont pas rapport avec la situation. Et donc, il faut une conscience qui passe par-dessus. Tous les efforts qui ont été faits d'interpréter les langages des baleines, des singes, des machins, etc., ont toujours montré, au contraire, une communication qui était liée à la situation de l'animal. Personnellement, je n'y crois pas, mais je ne crois pas que ce soit impossible à terme. Je ne vois pas d'ailleurs pourquoi. Pour ce qui est de la déduction d'une éthique à partir des sciences de la nature, vous m'avez parlé de physique, je répondrai comme Socrate. Socrate s'était désintéressé des sciences de la nature, justement parce qu'il n'était pas capable de déduire une éthique de l'étude de l'astronomie ou des sciences de la nature. Je ne pense pas qu'on puisse déduire une éthique des sciences de la nature. Je pense qu'en quelque part, nous sommes dépositaires de quelque chose qui n'est pas naturel. Et donc, dans une certaine mesure, il faudrait aller la retrouver, par exemple, sous la forme d'une croyance religieuse. Personnellement, je me l'interdis en tant que philosophe, mais je ne prétends pas me l'interdire à titre d'individu. Oui, attends, mais si je comprends bien, vous croyez, vous êtes un croyant. Non. Ma position là-dessus, elle est très très simple. C'est que je ne condamne ni ceux qui croient, ni ceux qui ne croient pas, car je ne le sais pas. J'estime que une position catégorique sur ces sujets-là est une mauvaise position. Et la réponse que vous avez donnée à Jean-Luc, c'est une réponse de croyant. C'est-à-dire que vous voyez chez l'homme quelque chose qui le distingue de l'animal, oui. Malgré que vous ayez dit qu'il y a une continuité, il y a une rupture. Oui. Et cette rupture-là vient d'où? C'est la réponse à laquelle je ne peux pas répondre, et en tant que philosophe, je refuse d'y répondre. Moi, ce que je fais, c'est de la gestion de cette rupture. Vous comprenez l'idée? C'est-à-dire que, par exemple, avec mes étudiants, je la signale, je la souligne, cette rupture. Mais je m'interdis de... Et puis, parfois, quand ils la sentent, cette rupture, ils viennent nous voir et nous demandent de leur expliquer quelle est l'origine de cette rupture. Je n'en sais rien, l'origine de cette rupture. Et la dernière chose à faire, me semble-t-il, c'est de souffler une réponse à cet égard-là. Mais il y a, à mon sens, une rupture qui doit être gérée. Alors moi, je fais de la gestion quotidienne de la rupture, modestement. Modestement, c'est pas tout mon genre, ça. C'est intéressant parce que ça préserve et ça conserve le mystère de l'être humain. C'est évident qu'il y a quelque chose de spécifique dans l'humain, comme pour toutes les espèces, et je dirais pour les communautés et même pour les individus, quelque chose d'unique toujours. Alors ça, ça se rapproche effectivement du religieux, la place qu'on laisse au mystère et à l'inconnaissable ou l'incompréhensible, sauf que c'est une question de prudence, ou, bon, on peut appeler ça religieux, mais moi je pense que c'est une question de prudence ou de sagesse. Là où je veux critiquer l'exposé de Yvon Corbel, qui est très éclairant par ailleurs, c'est des déclarations comme il n'y a pas de mensonge chez les animaux. Alors, en éthologie, dans la science du comportement puis la psychologie comparée, c'est démontrer qu'il y a des manœuvres pour tromper les autres chez les animaux, des sortes de mensonges qui ne sont pas verbaux, mais qui sont des ruses et des façons de tromper. Maintenant, des choses qui sont gratuites chez beaucoup d'espèces, le jeu, le rire chez les grands singes, c'est chez les animaux qui leur ressemblent le plus. Et puis, plus on cherche en éthologie, plus on découvre des similitudes. Bien que c'est vrai que la parole soit une rupture et quelque chose qui nous détache du milieu, effectivement, et c'est très précieux, la parole, et c'est spécifique à l'être humain, et puis bon, on s'en sort, on ne sera pas là. Hein. Moi, je suis bien d'accord que ce soit mystérieux, mais c'est pas parce que c'est mystérieux qu'on doit s'en remettre à la foi.
on doit justement se sentir stimulé par le mystère de cette rupture-là. Essayer de comprendre pourquoi l'homme raisonne. Essayer de comprendre pourquoi l'homme a une conscience. Moi, je pense que c'est le défi de la science, c'est le défi de la raison, d'arriver à saisir, je ne sais pas quand ça va arriver, mais à saisir cette espèce de rupture dont on parle, cette espèce de mystère qui doit toujours être reculé, d'après moi, et non pas, on ne doit jamais prendre le mystère pour quelque chose de définitif. Le mystère, c'est une porte d'entrée vers l'inconnu, et c'est à nous, les humains, de savoir qu'est-ce qu'il y a dans cet inconnu-là. Et la philosophie, c'est fait pour ça. À Clément, je répondrais que s'il estime que les animaux peuvent mentir et qu'ils sont capables de ruse, on peut descendre jusqu'au caméléon. Le caméléon fait preuve de ruse en égard. Alors, je ne suis pas sûr que ça témoigne d'une action consciente. Je parlais de comportements sociaux complexes. Je suis pas... j'ai jamais été... je ne suis pas convaincu par ces choses. Je sais que ça s'est multiplié ces dernières années. Je sais qu'on fait beaucoup d'efforts là-dedans. Il y a des gens qui partent dans des zones très éloignées où il y a beaucoup de moustiques pour essayer d'étudier une espèce en voie d'extinction, une espèce menacée. Je dis en passant, ça nous pose un beau problème éthique, ça. Que faire lorsqu'une espèce menacée est menacée par une espèce menacée? Avez-vous déjà pensé à ça? Laissons-nous l'espèce menacée disparaître pour nourrir l'espèce menacée, ou si nous sauvons l'espèce menacée au prix de l'espèce menacée? Trêve de plaisanterie. Je pense que le mystère doit céder au mystère. C'est-à-dire que, personnellement, je n'aimerais pas que le mystère disparaisse. Mais le mystère tel qu'il est actuellement me déplaît. Alors il faut en trouver un autre, aussi mystérieux que le précédent. Les choses, ça aussi c'est une distinction fondamentale avec les animaux et avec tous les autres systèmes vivants, je pense. Quand on regarde comment fonctionnent les animaux, et même à l'échelle plus basse, dans les systèmes planétaires, je ne sais pas trop quoi, tout se fait par routine. Tout se gagne sous la forme d'une routine. Et les animaux se reposent dans ces routines et ne vivent qu'en fonction de cette routine. Et on a toujours l'impression, si cette routine est dérangée, que c'est une catastrophe chez l'espèce en question ou l'animal en question, et que très rapidement, il retourne dans sa routine. Quand on regarde l'être humain, on se rend compte que c'est le seul à s'ennuyer de la routine. C'est le seul qui peut mourir d'avoir continuellement évolué dans une routine toujours pareille, toujours pareille. Ça aussi, me semble-t-il, c'est un signe d'une distinction digne de notre rupture. Les animaux capturés ne mourraient pas en si grande quantité, les oiseaux puis les mammifères, si c'était vrai. C'est parce qu'ils s'ennuient, comme les Amérindiens, quand on les emprisonnait, ils mouraient. Et ça contredit totalement ce qui... C'est des êtres qui inventent constamment et qui jouent constamment. Enfin, on n'est pas d'accord. Je n'en crois pas. Ah, ben, en tout cas, le fait qu'ils meurent en captivité, ça, c'est un fait. Et ils s'ennuient en captivité. Ouais. C'est bon. Comme s'ils s'ennuyaient. C'est comme ça. Ça se lit sous la forme d'un anthropomorphisme. Ouais, disons comme. Quelqu'un d'autre voulait poser une question? Entre moi, ma question est accessoire à celle que j'ai posée en premier et à votre réponse. C'est que la civilisation judéo-chrétienne, d'inspiration chrétienne, mais chrétienne au sens large, avec tous les courants d'opinion, a fortement influencé la formation, la création et l'état d'esprit dans lequel fonctionne la charte de l'Organisation des Nations Unies, avec toutes les difficultés que ça a. À ce moment-là, est-ce que on n'a pas absolument besoin, je veux dire, d'un système, d'un ensemble de valeurs qui évolue, mais à l'intérieur d'un système, plutôt que ce que je crois être votre approche, qui essaie d'une remise en question individuelle constamment des valeurs, et ça, je trouverais que c'est inquiétant. Autrement dit, si des individus peuvent
constamment avoir la liberté d'inventer de nouvelles valeurs à propos de quoi, finalement. Il y a dans notre civilisation, qui est sans doute pas parfaite, qui est confrontée à d'autres courants de civilisation maintenant, mais à défaut de mieux, ce système-là a donné des résultats quand même et qui ont permis une évolution importante de la qualité des rapports entre êtres humains. Le système judéo-chrétien tel qu'il s'est imposé à nous pendant 15 ou 16 siècles a donné évidemment des choses. Nous en sommes le produit. Nous en sommes le produit, c'est évident. Qu'il soit en train de passer, c'est signe qu'il est en train de passer. Ça veut dire qu'il s'achève, ça veut dire qu'il ne correspond plus à un certain nombre de choses, ça veut dire qu'il ne fournit pas un certain nombre de réponses que l'on lui demanderait. Ça implique aussi qu'il reposait sur un type d'organisation et de hiérarchie sociale qui n'est plus accepté. Bon, alors quand on essaie de le sauver, on se dit oui, bon, on va se débarrasser de cette hiérarchie, on va se débarrasser de cette structure un peu trop contraignante pour essayer d'en conserver les valeurs. Mais quand vient le temps de nommer, de désigner et de définir ces valeurs, c'est pas aussi simple qu'on le croit. Et on s'aperçoit d'une part qu'elles s'universalisent peut-être plus qu'on le pensait. On les va retrouver les mêmes chez les Chinois, chez les Japonais, ou je ne sais pas trop quoi. Et que finalement, c'est un peu le carcan qu'on avait, dont on peut avoir la nostalgie, et qui, lui, s'effrite, et qui, à mon sens, en tant que carcan, n'a pas d'intérêt particulier. Moi, personnellement, je suis plutôt un vieil humaniste aussi, c'est-à-dire que il y a des danses et des sarabandes autour de moi actuellement où je ne me reconnais pas. Et j'ai tendance à en voir plus les mauvais côtés que les mauvais. Mais le monde de demain est à construire par ceux qui viennent, et non pas par nous qui, dans quelques années, auront probablement quitté. Le judéo-christianisme a apporté beaucoup de choses à l'Occident, mais si on veut, je pense qu'il a duré trop longtemps et qu'il a été beaucoup trop dur, c'est-à-dire exercé très souvent, personnifié, incarné par des personnes qui ne le méritaient pas, pourrait-on dire. Le système était probablement meilleur que beaucoup de personnes qui en ont exercé la force. Je vais couper pour compléter. Je ne peux pas tout à fait répondre à la question. Il disait la Charte des droits de l'homme s'inspire de la tradition judéo-chrétienne. Bon, on peut discuter ça. Mais vous, toi, Yvon, vous semblez prôner, je pense que c'est une erreur d'interprétation, Jean-Guy, une remise en question constante individuelle. Je pense qu'il est plus d'accord avec toi que... Oui, j'ai omis la première partie, excusez-moi. Oui, non. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec cette espèce de free-for-all général où tout le monde dit n'importe quoi, vite fait, puis je ne suis pas d'accord avec ça. Le problème, c'est qu'on ne peut pas empêcher tout le monde de participer au débat. C'est pour ça que je terminais en disant il faut éduquer. C'est-à-dire que on ne peut pas refuser à un être humain le droit de participer à ces débats. Mais il peut y participer n'importe comment. Et c'est ce qu'on devrait essayer d'éliminer, c'est-à-dire de faire en sorte que ceux qui participent à ces débats, ils participent correctement, non pas en racontant n'importe quoi. Et c'est là où l'éducation est fondamentale. Et il y a un problème de droit, et il y a un problème de situation. Alors, comment on le règle, le problème de droit? On va dire, comme Alain disait, c'est-à-dire, moi, depuis que le droit de vote s'est étendu à tout le monde, il n'est plus question que j'aille voter, étant donné que mon vote ne vaut pas plus que celui de ma concierge, c'est-il. Bon, alors on peut avoir cette impression-là, c'est-à-dire, moi, j'ai l'impression d'être intelligent, philosophe, machin, réfléchir, etc. Je ne vois pas Joe Blow, pourquoi il aurait le même poids que moi. Mais ma seule solution, c'est d'éduquer Joe Blow, si vraiment je pense que je suis plus malin que lui. Mais je ne peux pas l'empêcher de participer au débat. Et les résultats que nous avons collectivement, c'est les résultats de tous ces gens qui participent, très souvent bien intentionnés, mais qui
soit ne conçoivent pas très bien les conséquences de ce qu'ils proposent, ou n'ont pas de connaissances historiques suffisantes, c'est-à-dire ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de réinventer le bouton 4 trous, alors qu'on a essayé cette solution-là, je ne sais pas combien de fois et que ça n'a jamais marché, mais eux, ils voudraient qu'on le refasse encore. C'est des problèmes d'éducation. Monsieur. Oui. Je prends le titre de votre exposé ce soir. Peut-on respecter les valeurs des autres? Avec votre point d'interrogation, moi je dis oui. Encore faut-il le vouloir. Dans votre vous continuez en disant une impossibilité rationnelle. Est-ce que c'est une affirmation de votre part? Pour revenir peut-être à votre statut au niveau religieux, est-ce que je vous ai bien saisi si je pense que vous êtes agnostique? Un autre point, est-ce que vous jouez votre rôle de philosophe arbitre ou conciliateur? Et une dernière question, est-il possible que les valeurs versus la morale des uns, les valeurs des autres et de chacun, soient définitivement incompatibles en regard des traditions et des cultures à travers le monde? Il y a plusieurs choses, je ne sais pas par quel bout de prendre. Par le dernier, en tout cas, les traditions et les cultures ne sont que le résultat des définitions des valeurs que l'on donne. Donc, est-ce que les définitions de valeurs qu'on peut donner maintenant peuvent être incompatibles avec les traditions et les cultures? Oui, bien sûr. Si ça se trouve que nous décidons de les définir autrement qu'elles l'ont été, ça me semble évident. Je n'ai pas trop compris votre première remarque. Le respect des valeurs des autres est impossible, oui. Je pense que de respecter les valeurs des autres, la distinction que j'ai essayé de faire, c'est que les autres sont dignes de respect, mais pas nécessairement leur définition des valeurs. Donc j'ai essayé de distinguer l'individu qui peut définir une valeur de la valeur telle qu'il la définit. Je n'ai aucune raison d'accepter en face de moi quelqu'un qui définit, par exemple, la justice autrement que la mienne. Je peux entrer en discussion avec lui, je peux m'engueuler avec lui, je peux essayer de le convaincre. Et à terme, si je vois que un accord n'est pas possible, ben, il traverse de l'autre côté de la rue, c'est moi qui traverse de l'autre côté de la rue. La difficulté, c'est sur un plan collectif, on ne peut pas faire ça. Sur le plan collectif, il faut s'entendre. Comment va-t-on s'entendre? Comment va-t-on s'entendre? C'est nécessairement sous la forme d'un compromis. Et le compromis tel qu'on les conçoit aujourd'hui sont des compromis majoritaires. Alors, la majorité, elle a toujours raison, même lorsqu'elle a tort. On le voit avec nos gouvernements, on le voit de bien des façons. Quoi faire pour ça? Ben encore là, si on estime que la majorité est dans l'erreur, c'est encore par l'éducation que ça pourrait éventuellement changer. Agnostique, je n'en connais pas la définition précisément. Clément pourrait me dire si je suis un agnostique ou non. Ma position là-dessus, c'est que je ne le sais pas et que j'assume en tant que je ne le sais pas. Et je condamne ceux qui prétendent le savoir en disant que ça existe, par exemple Dieu, mais je condamne aussi ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Alors je pense que les uns comme les autres dépassent et outrepassent les limites de la raison en le faisant. Je leur reconnais non seulement le droit de le faire, mais jusqu'à un certain point, je les admire de pouvoir le faire. Mais ils ne peuvent le faire qu'à titre privé. Et on ne peut pas étendre ça à une collectivité ou à une société. Et l'autre, je l'ai noté trop vite, conciliation, je n'ai pas compris. J'en rate une, je suis désolé, mais je me... En parlant de conciliation, c'est que peut-être j'ai mal compris votre propos tantôt. Vous aimez intervenir, mais pas prendre position. Vous aimez intervenir pour essayer de trouver le consensus ou provoquer le consensus. Prendre position, moi, personnellement, là-dessus. Jusqu'à un certain point, le philosophe qui prend position est un mauvais philosophe. C'est-à-dire que, mais chez le philosophe, il y a un homme, et l'homme, lui, a des positions. C'est délicat. Moi, par exemple, quand je donne mes cours, jamais je ne me permets de prendre position. J'estime que mon travail consiste à faire réfléchir les jeunes et essayer de faire en sorte qu'ils réfléchissent par eux-mêmes le mieux possible. La dernière façon de faire ça, c'est de leur indiquer les réponses toutes faites à des questions qui se posent. Je ne me permets pas.
Donc peut-être que mon métier était un peu sur ma façon d'être. Je le fais aussi avec mes enfants. Avec mes enfants, je fais pareil. Je ne fournis pas de réponse, sauf dans des cas extrêmes où ça me semble être la bonne chose à faire. Personnellement, moi, par ailleurs, derrière, dans la cour, derrière, dans le stationnement, j'en ai des positions. Et elles sont arrêtées. Et quand vient le temps de voter, quand vient le temps de discuter, je peux les énoncer, mais à titre privé. Denis Hébert. Est-ce que la valeur n'est pas une prise de position en tant que telle? Parce que la valeur, c'est pas tellement le fond raisonnable qui, concrètement, qui importe, c'est le fait qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Bien sûr, la valeur est une prise de position, Voilà. mais lorsque la raison l'utilise, cette prise de position faite, elle ne peut la traiter que comme un concept comme les autres. C'est là la difficulté. Alors, si je estime, je donnais l'exemple, par exemple, c'est juste de donner selon une part égale, c'est juste de donner selon ses mérites, et c'est juste de donner selon ses besoins. Moi, personnellement, je pencherais vers le dernier, que c'est juste de donner selon ses besoins. Mais on peut m'opposer le mérite ou la part égale, bien entendu. Alors, la position, je la prends, à moitié, en tout cas, je la prends sur il est juste de donner selon ses besoins. C'est une prise de position. Mais une fois que je l'ai, si vous arrivez avec l'idée contraire, savoir que ce qui est juste, c'est de donner une part égale, bien, je considérais toujours votre définition comme mauvaise. Même si je sais par ailleurs que la mienne ne dépend que d'une prise de position et que la vôtre dépend d'une prise de position aussi. C'est ça qui est la difficulté. C'est-à-dire que lorsque l'on arrive au niveau de la rationalité, on n'a pas d'autre moyen que de les manipuler, entre guillemets, manipuler des idées, c'est assez particulier. On s'imagine dans le laboratoire, les gars en train de brasser des idées. On ne peut les manipuler que selon les règles que la raison nous donne. Or, la raison ne nous donne aucune autre règle pour manipuler ça. La raison ne nous donne-t-elle pas aussi des règles de vérification de l'efficacité de notre prise de position? Par exemple, pour conserver le même exemple, il faut donner à chacun selon ses besoins ou donner à chacun selon ses mérites, et ainsi de suite. La raison peut nous permettre, par observation des résultats de la prise de position, si elle est bien fondée ou non, il me semble, en tout cas. Non, parce que ça, c'est de l'utilitarisme, et l'utilitarisme, c'est aussi une valeur. C'est-à-dire que si juger de la qualité de la définition d'une valeur en fonction de son impact, ce n'est pas nécessairement, c'est aussi un jugement de valeur. On peut estimer au contraire qu'une valeur est bonne lorsque, par exemple, je ne sais pas, on revient à la deep ecology. Peu importe les avantages, les avantages. À la deep ecology, par exemple, vous dira, c'est bien qu'on se suicide tous, étant donné qu'on nuit à la nature. Alors, le conséquentialisme, comme on l'appelle maintenant, qui est une version plus ou moins modernisée de l'utilitarisme, c'est un jugement de valeur aussi. Ouais, mais moi, je me demande, dans un cas comme ça, dans quelle mesure c'est un jugement de valeur si la personne est vraiment sérieuse, qu'elle se suicide? C'est conséquente avec elle-même. Ah oui, ça c'est leur problème, maudit écologique. Moi, j'en suis pas un. Alors, je devrais être capable de rentrer chez moi. C'est Jean-Luc Dion qui a demandé le... Très brièvement, au sujet de votre exemple sur le choix de donner, partager également ou non, la particularité de l'intelligence humaine, c'est de prédire les choses aussi. Alors, on peut faire ces partages en fonction des conséquences possibles. Tout simplement. Ah ben, bien entendu, c'est d'ailleurs la capacité de prévision, c'est la base de la science. La science, elle ne nous intéresse pas comme telle, contrairement à ce qu'Aristote pouvait croire ou espérer. La science, elle ne nous intéresse que dans la mesure où elle nous permet de prévoir et de construire des choses. Ce qui donne, par exemple, le développement durable. Alors, le développement durable, c'est un beau cas parce que on peut le lire d'une manière laudative et on peut le lire d'une manière péjorative. Ça m'amuse beaucoup, le développement durable. On peut le voir comme une protection de la nature et on peut le voir comme une gigantesque hypocrisie destinée à nous permettre de profiter de la nature plus longtemps. Oui, la capacité de prévision qui est différente de celle des écureuils, qui enterrent des pinottes n'importe où, en espérant un jour en retrouver quelques-unes.
Bon, alors, M. Corbeil, plus je vous écoute parler, plus je ne suis pas d'accord avec vous. On dirait que vous renversez les choses. Comme par exemple, vous disiez tout à l'heure que les traditions sont fondées sur des valeurs. Alors que moi, je trouve que c'est exactement le contraire. Que les valeurs viennent des traditions. Vous dites que le privé, c'est différent de l'autrui, du public. Alors, moi, je me dis qu'il n'y a pas de différence, que nous sommes reliés avec les autres. Et si je suis un être privé, c'est parce que je vis avec beaucoup de monde. Vous dites aussi que votre prise de position, c'est quelque chose qui vous appartient, comme si vous croyez encore au libre arbitre. Alors, je ne suis vraiment pas d'accord avec vous. Puis, pour synthétiser mon désaccord, je vous dis qu'une chose nous est chère parce qu'on l'a chez nous. Si sur le marché, il y a des choses qui sont chères, c'est parce qu'on a conditionné les désirs à ce qu'on le veuille, qu'on l'achète. Vous oubliez dans votre discours quelque chose de fondamental, d'après moi, c'est le désir humain. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas en contradiction avec la raison, quelque chose qui existe fondamentalement autant chez les humains que chez les animaux, mais nous, les humains, nous avons le privilège de savoir, de nommer, de circonscrire ce désir-là. Et vous l'oubliez dans votre discours. Nous sommes des êtres de désir. C'est pas Montaigne qui le dit, il le dit, mais Freud le dit plus tard. Et ce désir-là, il est éduqué, il est conditionné. Quand vous parlez d'éducation, vous parlez d'une éducation privée, comme si on avait tous un libre arbitre qui acceptait quelque chose d'en haut qui viendrait nous transformer. L'éducation, c'est un dressage, c'est un conditionnement. Et quand les Chinois veulent acheter des machins qui s'appellent des smartphones, c'est parce qu'on les a conditionnés à ça. Nous sommes dans un monde mondialisé, public, et les individus, les désirs privés sont des désirs mondialisés. C'est ce que je dis. Puis, j'ajoute que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Je reste sans voix. Ça tombe bien, c'est fini? Oui. Ah, OK. Comment le mot de la fin? Le mot de la fin. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, d'avoir accepté que que j'énonce des propositions avec lesquelles vous ne soyez pas d'accord. Et peut-être une prochaine fois. Je vous remercie. Merci beaucoup, Yvon, d'être venu. Merci d'avoir accepté. Puis merci d'avoir participé. C'est toujours comme ça ici. Une bonne participation, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Amener d'autres personnes dans 2 semaines. Claude Lacaille va venir nous parler de son expérience dans les pays de dictature. Haïti, Chili, ça c'est certain, où il a vécu. Et il vient de publier un livre là-dessus qui s'appelle « En mission dans les pays de dictature », quelque chose comme ça. Excusez-moi de ne pas être précis, mais c'est pas grave. Et bienvenue dans 2 semaines, j'espère que vous allez être là. Merci à tous et à la prochaine.